Est-ce que l'on peut considérer, Monsieur le Président, que s'ouvre une nouvelle période et que donc vous fermez en fait la période précédente, y compris d'ailleurs la période politique qui avait été ouverte par un ancien ministre, Xavier Bertrand, et qui a été une période où l'industrie pharmaceutique était particulièrement visée. Ça, c'est une question un peu politique générale. Et la seconde, vous avez évoqué les biosimilaires. Alors là, il paraît que vous voudriez, enfin que l'industrie pharmaceutique ou certains membres de l'industrie pharmaceutique demandent à ce que la loi, et notamment la loi de santé, enfin, le PL, enfin ce qui avait été, c'est la loi de finances de la sécurité sociale 2015, que vous souhaiteriez sur ce sujet qu'elle soit revue. 15, à mon avis, 15. 14. Bon, enfin, vous allez vous y retrouver. Oui. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez demandé, puisque vous avez eu des contacts notamment avec la ministre, vous l'avez dit, et puis l'accord cadre, est-ce que vous réouvrez, est-ce que vous ouvrez à nouveau ce sujet de remise en cause de cette loi? Voilà. Alors, sur les biosimilaires, on ne rouvre rien parce que rien n'est fermé. Donc je vais laisser Philippe Lamoureux vous donner quelques éléments. Il a quelques éléments récents, et puis je répondrai ensuite à la première question. Philippe. Non, mais sur les biosimilaires, en gros, on vit sous l'empire de la LFSS qui prévoit la substitution en primo-prescription par le pharmacien d'officine. La loi prévoyait un décret d'application. Il ne vous a pas échappé que le décret d'application n'a pas été pris à ce jour. Pour une raison très simple, c'est que ce texte, et nous l'avions dit dès le départ, est d'une application extraordinairement compliquée. Donc sur les biosimilaires, il y a 4 sujets. Il y a un sujet industriel, Patrick l'a dit. C'est un sujet qui est adressé dans le cadre du CSF. Il y a un sujet scientifique qui est la question de la substitution versus la question de l'interchangeabilité. Cette question-là est en train d'être traitée par l'ANSM et il n'y a pas, à l'heure où nous parlons, une position affirmée de l'ANSM sur ce sujet. Il y a la question juridique, qui est la question par laquelle vous êtes entré. Et effectivement, je ne crois pas que ce soit une position LEM, ça me semble une position partagée par l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs administratifs, qui sont très interrogatifs sur l'applicabilité de ce dispositif sur lequel il faudra revenir. Toute la question étant de trouver un support juridique idoine, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a un dernier sujet qui est l'impact du développement des biosimilaires sur le financement global du système. Et là, ça renvoie au sujet comité d'interface, c'est-à-dire comment nous chiffrons l'impact de ces biosimilaires et comment nous les imputons dans le prochain PLFSS, de la même façon que l'on impute, par exemple, les économies permises par le médicament générique. Donc on a 4 sujets. Pour répondre à votre question clairement, il y aura, de notre point de vue, nous souhaitons une révision de ce texte qui nous paraît totalement inapplicable, mais je pense que c'est un point qui aujourd'hui fait de plus en plus consensus. Et sur la première question, cher Pascal, pour moi, l'histoire de l'industrie du médicament est un livre qui a des chapitres. Clairement, le chapitre précédent, oui, il est fini. Et donc, on doit écrire le suivant. Mais écrire un autre chapitre, ça n'est pas oublier l'histoire. On peut écrire un nouveau chapitre sans oublier d'où on vient. Et je crois que les épreuves qui ont été traversées par le passé, en tout cas celles auxquelles vous faites référence, doivent rester gravées dans la mémoire parce que c'est de ces erreurs qu'on apprend, c'est de la façon dont on prend conscience des enjeux qu'on fait des progrès. Et moi, ma démarche, c'est une démarche darwinienne, c'est une démarche de progrès, c'est une démarche de modernisation. Et de ce point de vue-là, oui, le chapitre qu'on est en train d'écrire, il est radicalement nouveau, ça clairement. Entre le communiqué de presse qu'on a reçu hier après la signature de l'accord cadre et la chronique, la tribune que vous avez signée dans les Échos 4-5 jours avant, il y a une vraie différence de ton. Le communiqué est très positif sur la lisibilité, sur les perspectives que ça ouvre. Où elle est la position du LEM aujourd'hui entre ces deux textes qui sont parfois un peu, pas contradictoires, mais qui vont parfois dans les tonalités opposées. Sur l'accord cadre, plus pour Philippe, le communiqué du ministère évoque la prise en compte des investissements réalisés par les laboratoires et de l'emploi dans la fixation des prix. On l'a pas entendu, enfin je ne l'ai pas vu dans le communiqué du LEM ni dans le discours que vous avez eu. Et puis enfin sur l'histoire de... Qu'est-ce que vous avez dit? La question réputationnelle, l'image quoi. On sait qu'il y a une réflexion qui est menée sur un porte-parole ou une personne ou une fonction. Est-ce que vous avez avancé là-dessus?
Alors, en ce qui concerne le ton, c'est deux sujets différents. On n'est pas obligé d'avoir le même ton pour tous les sujets. L'accord conventionnel était un objectif qu'on s'était fixé, et on s'était fixé un objectif ambitieux, c'était quand même de le réécrire de A à Z. On atteint l'objectif, on l'atteint en préservant les principes essentiels qu'on avait mis comme condition de départ. Ce n'est pas un truc qu'on a découvert à la fin, c'est un truc qu'on a mis dès la première année, on dit attention, on ne touche pas à ça. Et par contre, sur les principes, on peut faire évoluer ceci et cela. Un an de travail colossal, fait par des équipes constituées de collaborateurs de différentes entreprises. Il y a une task force dédiée à ça, sous la houlette de Philippe Cheng, de Jean-Noël Baye, d'Éric Bazeillac. Travail colossal, y compris côté CEPS, il faut le reconnaître, et du président Giorgi à l'époque. Travail colossal qui aboutit finalement à un truc que l'on considère comme radicalement différent de ce qu'on avait avant, beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair, beaucoup plus solide, avec des vraies avancées en termes de modernisation, et puis avec un certain équilibre. Tout n'est pas... Enfin, si avec nous qui l'avions écrit, on l'aurait peut-être écrit un peu différemment, bien évidemment, mais, et le CEPS pareil. Mais voilà, c'est ce qu'on entend par notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'il y a eu des concessions mutuelles faites sur un certain nombre de sujets. Bon, il ne me semble pas indécent de se dire, bon, oui, on est content d'avoir réussi ce pari, parce que ce pari n'était pas gagné d'avance. Ça n'empêche pas à côté que je continue à taper du poing sur la table, comme je viens de le faire là un instant, pour dire, attendez, ceci ne doit pas être l'arbre qui masque la forêt, il y a un grand sujet monstrueux, absolument un truc énorme, qu'on ne veut pas voir, ou que certains ne veulent pas voir, c'est que la réforme de notre système de soins est impérative et impérieuse, parce que le progrès technologique avance à une vitesse telle qu'on ne peut pas garder un modèle qui a été fondé dans l'après-guerre pour accueillir ça, c'est pas possible. Et que cette réforme structurelle, elle ne peut pas être mise de côté, quand bien même on a des avancées sur des points spécifiques, notamment la régulation. Donc, voilà, il n'y a pas d'incompatibilité de ton, il y a deux sujets différents, sur lesquels je porte pas forcément exactement le même regard ou la même opinion. Sur le dernier sujet réputationnel, porte-parole, oui, alors porte-parole, on y a réfléchi, ça fait grand débat chez nous, ça, le porte-parole. D'abord, vous constaterez que le porte-parole collectif, vous l'avez eu, hein, deux administrateurs. Oui, mais c'est parce que, bon, ils ne vont pas faire petiche pendant que... Et puis, donc déjà, l'idée que chacun puisse s'exprimer, je pense que c'est déjà quelque chose, vous vous souvenez qu'on avait introduit il y a 2 ans, c'est un peu aussi de la philosophie. Ensuite, on travaille... Vis-à-vis des médias, on va travailler sur une répartition plutôt de la parole en fonction de sujets sur différentes têtes ou différentes personnes qui portent ces sujets, y compris peut-être des personnalités extérieures. Aujourd'hui, je ne crois pas à un modèle où il y aura une personne unique qui serait encyclopédique, qui connaîtrait tout sur tout et qui viendrait, qu'on enverrait comme ça au front en disant vas-y, on te regarde. Non, voilà, il faut... Puis d'abord, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut venir à votre rencontre, il faut venir himself, hein, et puis pas forcément toujours se cacher derrière un porte-parole. Mais par contre, il faut répartir la parole. Et c'est ce qu'on va mettre en place très rapidement. Et il y avait un point sur l'accord 4, Philippe. Non, j'ai peut-être été un petit peu rapide, mais j'ai bien mentionné que dans les avancées, il y a cette prise en compte, alors ce qu'on appelle dans notre jargon des externalités, c'est-à-dire des investissements en recherche et en développement, en production à tous les stades, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, alors là je vais préciser les stades, de la production des substances actives, de la formulation et de la mise en forme pharmaceutique. Je n'ai pas dit quelque chose qui est important, c'est dans l'Union européenne. Et donc c'est l'article 18 de l'accord cadre, et ça peut permettre d'obtenir une garantie de stabilité des prix jusqu'à 5 ans. Donc c'est une belle avancée, et nous on se félicite que dans le communiqué des 4 ministres, ils aient pris ça en compte. Donc il n'y a pas que la régulation qui les intéresse, l'attractivité aussi du pays France pour les investissements est importante d'un point de vue politique. Bonjour, Armelle Boynas du Figaro. Que pensez-vous de la décision prise par GSK de ne plus financer aucun médecin de quelque manière que ce soit? Est-ce que vous y êtes favorable et est-ce que vous allez inciter les laboratoires à faire la même chose en France? Alors, d'abord, il ne m'appartient pas forcément de commenter une décision d'entreprise. Je pense que
l'exemple de la décision de GSK doit faire partie des éléments qui sont susceptibles d'inspirer le CODEM dans sa réflexion. Voilà. Et je crois que la mission du CODEM, c'est pas seulement de créer ex nihilo des idées qui viennent d'eux, mais ça peut être aussi de, si je puis dire, utiliser ce terme un peu anglo-saxon, de benchmarker, de regarder ce qui est fait par d'autres entreprises, regarder les pratiques et voir dans quelle mesure elles ont un sens, elles sont pertinentes et elles peuvent être éventuellement source d'inspiration. Ensuite, il faut faire attention parce que moi j'ai vu, comme vous, je pense, un communiqué là-dessus, ou une reprise plutôt de ce communiqué, c'est pas extrêmement clair. Quand je dirais, ça laisse à penser que GSK payait les médecins pour faire de la promotion, c'est pas tout à fait, c'est un peu plus complexe que ça. En réalité, ils ont pris des décisions de ne pas rémunérer certains médecins pour, par exemple, faire des travaux qui touchent la mise en exergue d'un sujet scientifique dans un symposium ou dans un clos symposium. Bon, ce sont des politiques que moi je ne commande pas et je respecte. Simplement, il faut faire attention. En matière de déontologie, on ne peut pas avancer en ordre dispersé. Il faut qu'il y ait une réflexion partagée. Encore une fois, c'est le rôle du CODEM et de son président Grégoire Moutel, à qui j'ai souhaité que vraiment il prenne dans ce contexte l'ensemble du paysage éthique et déontologique pour nous en faire une synthèse et nous faire un certain nombre de propositions. Et on verra si les mesures qu'a pris GSK se retrouvent dans ces propositions. Philippe Luc, sur les investissements en Europe et le maintien de l'emploi, est-ce que dans l'accord cadre, vous avez prévu une façon de procéder? Est-ce qu'il y a des codes? Parce que c'est forcément pas très facile. Sur les vaccins, est-ce que les industriels du médicament vont prendre leurs responsabilités comme la ministre les a appelées hier? Parce que l'offre et la demande, j'ai l'impression que sur les vaccins, quand même, la demande est assez prévisible. Non, c'est ça le sujet. Sur l'accord cadre, est-ce que le nouveau président a été impliqué? Et est-ce qu'il se sent impliqué, vu qu'il vient d'arriver? Et dernière question sur la réforme structurelle. 110 milliards ont été remboursés par la CADES, qui fête cette année ses 20 ans. 47 milliards ont été payés en intérêts, donc aux banques. Et il reste plus de 100 milliards à payer. Donc on voit bien qu'il y a un problème de soutenabilité financière, pas simplement de l'innovation, mais de la dette sociale. L'assurance maladie représentant à peu près un peu plus de la moitié. Alors dans toute réforme structurelle, il y a des gagnants et des perdants. Qui vous voyez comme gagnant? Qui vous voyez comme perdant? Alors, je vais commencer par la dernière question. Celui que je vois comme gagnant, c'est l'intérêt général, c'est le citoyen, c'est la France. Et c'est celui-là sur lequel il faut miser. Après, les acteurs de soins doivent accepter et assumer leur rôle pour faire gagner l'intérêt général. C'est toute la démarche que je souhaite mettre en place. Une démarche qui dépasse les intérêts particuliers pour servir l'intérêt général. Et c'est d'ailleurs la seule façon de rassembler. Parce qu'à partir du moment où vous faites une approche collective des intérêts particuliers, vous avez des gens qui se crêpent le chignon du matin au soir, parce qu'ils vont, et c'est assez normal, c'est assez humain, défendre d'abord leurs intérêts propres. Donc je pense que la première chose que nous devons réussir, c'est rester à un niveau de granulométrie suffisamment large, suffisamment épais, si je puis dire, pour proposer un certain nombre d'items, d'engagements, qui touchent à des réformes nécessaires. Après, aux politiques, dans sa concertation, de rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Mais par exemple, je prends cet exemple parce qu'il me paraît tout à fait caricatural, acter que l'intégration des technologies modernes comme un élément du maillage et du parcours de soins indispensable à rendre le système plus efficient, je pense encore une fois à la télémédecine, aux transmissions, au big data, etc., ça c'est un engagement qu'on peut acter. Et sur lequel je ne trouverai probablement aucun acteur de santé qui me dira non. Parce que c'est l'intérêt général et que tout le monde peut en tirer quelque part une part de responsabilité. Si je dis repenser le rôle de chacun dans ce parcours et valoriser ces rôles à leur juste mesure, je pense que les médecins et nos confrères médecins généralistes ou spécialistes ne me diront pas non. Parce qu'évidemment, ils ont un problème. Ils ne vont pas obtenir une revalorisation de leur C s'il n'y a pas derrière, quelque part, une façon de repenser le rôle dans la prévention, dans le diagnostic précoce, etc. Donc on peut, dans les grands principes,
se retrouver assez facilement. Et je crois que ces grands principes sont de nature à dégager des mesures de rendement telles que le sujet du déficit ne deviendra plus un sujet comptable. Ça, j'en suis absolument convaincu. La première question, c'était sur... alors, les investissements seront à l'appréciation conventionnelle du CEPS et de l'industriel qui soumettra son dossier. La convention de l'accord cadre prévoit que l'industriel doit être à même de fournir un certain nombre d'éléments pour constituer son dossier, un élément dit de transparence, hein, c'est-à-dire dire exactement qu'est-ce qu'il a fourni comme investissement, de les justifier, bien évidemment, pas une déclaration seulement d'intention ou une déclaration sur l'honneur, c'est une déclaration preuve à l'appui. On demande également de signaler tout investissement reçu par l'industriel des pouvoirs publics dans le cadre du développement, c'est-à-dire une transparence complète sur l'équilibre, quelque part, des comptes qui a présidé à la recherche et aux investissements faits en France, que ce soit en recherche, en production. Donc c'est un dossier qui est monté un petit peu comme un dossier, un peu comme un dossier XIS, si je puis dire, hein, et puis qui permettra au CEPS, en son âme et conscience, de juger de la pertinence de ces investissements et de voir comment il peut les prendre en considération, sinon dans le prix, au moins dans la pérennité du prix. Et ça, quel que soit le niveau d'ASMR, hein, ça c'est très important. C'est-à-dire que c'est accessible à des produits qui pourraient avoir une ASMR 4, voire pourquoi pas une ASMR 5. Et puis, le rôle de Maurice-Pierre Planel, nouveau président, ben, écoutez, il n'est pas des moindres, il a déjà été de décapsuler le stylo et de signer en bas le nouvel accord cadre. Je trouve que c'est un rôle symbolique important. Voilà, et puis moi je me réjouis de voir notre nouveau président du CEPS s'approprier cet accord conventionnel, prenant l'engagement public de le faire vivre et de s'appuyer dessus pour asseoir ce nouveau comité. Ben, moi je trouve qu'il est pavé de bonnes intentions et à nous de l'accompagner là-dedans et de l'aider, hein, de l'aider, parce que faire vivre un nouvel accord conventionnel, c'est pas un truc dont il faut se détacher, il faut le faire collectivement. Et la troisième question, j'ai oublié. Oui, mais les responsabilités, elles sont prises, Philippe. Encore une fois, il faut bien comprendre que ça ne fonctionne pas de façon aussi simple que ça. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet avec nos amis du vaccin. Le vrai problème, c'est une adéquation de la production qui est à flux tendu en matière de vaccins avec une demande qui n'est pas toujours lisible. Et demande pas toujours lisible, et en plus qui dépasse les frontières, c'est-à-dire qui n'a pas de frontières, ce n'est pas une demande franco-franchouillarde. Et la grande question, c'est l'harmonisation des lignes de production, qui se situent effectivement en France, en Allemagne majoritairement, pour le monde, avec des besoins qui, dans certains pays, répondent à des règles extrêmement claires de politique vaccinale, par exemple l'Allemagne, par exemple, y compris les États-Unis, alors qu'en France, on est toujours sur un pied droit, un pied gauche, on impose, on recommande, on ne sait pas quelle est la différence entre imposer et recommander, on n'est pas clair, non seulement on n'est pas clair, puis on n'est pas harmonieux avec les autres pays. Alors, il faut se mettre à la place des industriels qui sont, encore une fois, en production à flux tendu, il n'y a pas 150 000 chaînes de production, qu'une chaîne parfois remplace une autre en fonction des besoins, qu'au moment où arrive la grippe, c'est évidemment, les chaînes sont concentrées sur les vaccins antigrippaux, dont je te rappelle qu'ils ne sont pas connus, dont les souches ne sont pas connues 3 ans avant. Hein. On connaît la souche qu'il faut intégrer quelques mois avant. Donc il faut voir la réactivité de ce secteur. C'est incroyable. Avant les vacances, évidemment, il y a une incrémentale de demande contre la fièvre jaune, etc., tous les voyageurs. Donc c'est un secteur dont la production est en permanence en train de s'adapter à une variable endémique, si je puis dire, et à des variables de pratique et de recommandations vaccinales qui n'est pas la même en France et dans les autres pays. Et comme ils fournissent pour l'ensemble des pays, bah, ils ont une logique qui est de prendre le plus grand dénominateur commun. Ça explique, entre autres, le fait qu'on privilégie, par exemple, des pentavalents ou des hexavalents, parce que c'est plutôt le plus grand dénominateur commun qui répond à la demande la plus large. Alors après, quand la France dit « Ah oui, mais moi, je voudrais juste celui où il n'y a que 3 vaccins », oui, mais il y a un problème, c'est que on peut pas, les industriels ne peuvent pas en permanence modifier leur ligne parce qu'on veut que ceci ou on veut que cela. Donc, la démarche de la ministre de ce point de vue-là est bonne. Elle a au moins raison sur 2 choses. S'interroger sur notre politique vaccinale en France, clarifier les choses,
informer, rassurer, elle a raison, parce qu'il faut arrêter de laisser les réseaux sociaux envahis par les détracteurs. Il y a peut-être un moment de dire la vérité aux Français. Et puis, troisièmement, elle a raison sur le fait qu'il faut harmoniser notre politique avec les autres pays européens. Ça, elle a tout à fait raison. Là où elle va un peu vite, c'est de dire, je demanderai aux industriels, sinon, gros coup de bâton, de me fournir tous les vaccins que... Oui, oui. Non, mais d'abord, commencer par lui expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, il faut lui expliquer à Marisol Touraine. Et pour ça, il faut qu'on soit autour de la table. Donc la première chose qu'on va demander, c'est que son grand rassemblement sur le sujet, qu'elle n'oublie pas juste un élément important de la chaîne, hein, c'est ceux qui fabriquent. Et donc, elle dit qu'elle consulterait les fabricants de vaccins. Oui, enfin, c'est pas la peine de les consulter à part, qu'on les mette autour de la table. Soit on fait un travail collectif, soit on ne fait pas. Donc, je crois qu'il faut lui expliquer tout ça et lui dire que, certes, il y a des responsabilités que les industriels doivent assumer, mais ces responsabilités, elles doivent être incluses dans un cadre de compréhension de comment ça marche et quelles sont les contraintes aussi qu'on a. Donc, vous refusez la sanction financière? Vous n'en voulez pas? Je pense qu'il n'y a pas de sanction financière. S'il n'y a pas... Non, mais il y a des sanctions, ça doit être la conséquence. Là, je rechausse mon ancienne casquette de président de la commission juridique. Il n'y a pas de sanction s'il n'y a pas de loi. Oui. Vous ne pouvez pas mettre en place des sanctions quand vous n'avez pas défini la loi. Nous, on veut d'abord qu'on définisse la loi. C'est quoi les règles? C'est quoi la lisibilité? C'est quoi la prévisibilité? C'est quoi la politique vaccinale dans ce pays? Après, s'il y a des sanctions, moi je veux bien. Mais s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sujet de sanction. Je suis désolé. Et les règles, et c'est elle-même qui le reconnaît, aujourd'hui ne sont pas claires. Bien. Gérard Kouchner, groupe Profession Santé. Tu as répondu en partie à la question que j'avais posée, à savoir la participation à la conférence sur les vaccins, puisque je vois que le LEM se positionne activement et en particulier est peut-être reconnu comme un acteur de notre système de santé avec cet accord cadre. La non-participation à cette conférence sur les vaccins serait une autre manière de ne pas reconnaître le LEM comme un acteur de notre système de santé. Et puis l'autre partie de ma question, elle concerne dans le détail, dans la vraie vie, le passage de l'innovation à la prescription quotidienne. Pour ça, il faut que des experts, je dirais, connaissant bien l'actualité des médicaments et des progrès, soient impliqués dans les recommandations. Or, si on discute avec le président sortant de la Haute Autorité ou avec celui pas sortant de l'ANSM, on se rend compte que les experts de ces deux valeureuses structures n'existent pas, puisque le problème des liens d'intérêt, qui a été mentionné tout à l'heure au début, fait qu'on ne peut pas utiliser aisément des gens en activité. Voilà mes questions. Philippe, tu veux prendre le sujet ou sur les experts sujet qui... Oui, je pense que le point que vous abordez est un point d'actualité qui n'a pas été résolu et qui a besoin véritablement d'avoir, comme je l'ai dit, un débat. Parce que je pense que quand on parle aux experts eux-mêmes, ils ne sont pas du tout satisfaits de cette situation parce que comme l'amalgame, lien d'intérêt, conflit d'intérêt, le statut des experts n'est pas clair en France. Je pense qu'il y a un besoin de valoriser l'expertise, que cette expertise, elle se base sur l'expérience, et que l'expérience, elle se crée au travers de collaborations avec les partenariats publics-privés, avec les industriels. Et donc là, il y a un catch-22, comme on dit, c'est-à-dire en gros, si je suis expert, c'est parce que j'ai fait les travaux nécessaires à mon expertise, et ces travaux ont été faits le plus souvent, lorsqu'il s'agit des médicaments, sur des développements cliniques. Et donc je pense qu'il y a, certes, il faut la transparence des liens, ça paraît tout à fait légitime, mais que cette transparence soit à la fois comprise par le public, comprise par les médias, comprise par les différents détracteurs, de façon à ce que ces liens ne soient pas tout d'un coup un moyen d'aller attaquer un expert parce qu'il a eu un lien, donc un conflit. Il faut que ce soit tout à fait clair. Et je crois qu'il y a un intérêt commun, à la fois pour les experts, à la fois pour les industriels, à la fois pour les patients, que cette situation soit clarifiée, tout simplement. On a besoin d'une clarification claire parce qu'on a besoin d'experts. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile de trouver des experts qui n'ont pas eu des liens d'intérêt.
Et donc là, il va falloir qu'on détermine, et je pense qu'il y a visiblement un besoin de dialogue, de débat et de clarification autour de cette thématique. C'est un état de fait. Merci Philippe. Autre question? Monsieur Hubert. On vous a entendu, il n'y a pas si longtemps, dire tout le mal que vous pensiez de la lenteur de la réforme de l'hôpital. J'aimerais savoir comment vous allez faire et est-ce que vous imaginez pouvoir monter au front de l'élection présidentielle sans avoir l'hôpital avec vous parmi les acteurs du domaine de santé? Non, j'imagine pas du tout que l'hôpital soit absent. Et d'ailleurs, je le mets en tête de gondole dans les acteurs de santé qui doivent participer à cette réflexion. C'est pas parce que j'ai un avis critique, partagé par d'autres d'ailleurs, sur les réformes structurelles dont l'hôpital pourrait bénéficier, que je n'ai pas de compassion, pour pas dire de sympathie, avec les conséquences de cette non-réforme du système hospitalier sur ceux qui exercent les soins à l'hôpital. C'est quand même eux qui, aujourd'hui, souffrent. Que je sache, ce n'est pas les murs des hôpitaux qui se plaignent. Ce sont les médecins, ce sont les infirmières, ce sont les aides-soignants, ce sont toutes les personnes qui travaillent au service des malades. C'est eux qui disent qu'il y a un problème. Donc je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité à dire qu'il y a un problème structurel et de se solidariser des acteurs qui sont les victimes de cette absence de réforme structurelle. Et je vais même plus loin. Pour en avoir discuté avec un certain nombre de directeurs d'hôpitaux, ça vous surprendra peut-être, je parle d'hôpitaux publics, ils partagent exactement le même diagnostic. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une réalité, qui est une réalité tout à fait, qui n'est pas polémique, qui est une réalité purement factuelle, c'est qu'il y a un besoin d'adaptation structurelle que d'autres pays ont fait. Je vous prends deux exemples très simples, archi connus. Pays nordiques, et notamment où c'est très en vogue, création des fameux hospitels, c'est-à-dire déconnexion de la structure hospitalière, d'hospitalisation avec les plateaux techniques. Gros avantage, vous avez une interchangeabilité des structures permettant l'hospitalisation. Vous réduisez les coûts d'hospitalisation au prix d'un Mercure ou d'un Ibis, en gros, c'est-à-dire que ça vous coûte à peu près 250 € la nuitée d'hospitalisation, versus aujourd'hui quasiment 10 fois le prix. Et vous concentrez les effets techniques et les plateaux techniques sur des structures interchangeables, poolées. Voilà. Donc, il y a des pays qui ont fait cette réforme, que d'ailleurs certains hôpitaux ont commencé à faire aussi. Mais tout le monde y va de son petit truc dans son coin. Voilà. Alors qu'il y a un grand projet national à opérer pour permettre aux soignants et aux médecins de travailler mieux et de façon plus efficace. Partage des données, franchement. Moi, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, on a animé une conférence sur le partage des données à l'hôpital. Vous avez des expérimentations à Nice, à Nantes, à Rennes, qui sont tout à fait intéressantes. Et quand vous mettez d'autres directions hospitalières, ils ouvrent les yeux et disent « Ah, c'est bien ce que vous faites, c'est génial. Ah oui, vous pouvez avoir tel résultat, de telle façon sur le smartphone. Ah, c'est génial. » Donc chacun fait son truc, alors souvent avec la bénédiction d'une ARS, mais il n'y a pas de politique nationale. Donc ce que je souhaite, c'est que par le rassemblement des acteurs, nous ayons une impulsion pour donner cette politique nationale et inciter le politique à s'occuper sérieusement de ces choses-là. Deux autres petits points. Le premier, c'est sur les vaccins. On sait qu'il y a aussi un problème de production de vaccins, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps des défaillances, des lots entiers dont il faut se débarrasser. Ça participe aussi des problèmes de rupture d'approvisionnement. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que vous imaginez la possibilité de la part des industriels de s'engager pour essayer de réduire le risque de défaillance industrielle sur la production de vaccins? Et le dernier petit point, c'est le rapport du CODEM. Pour quand l'attendez-vous? Bon, le dernier point, je laisserai le président Moutel répondre à cela. Sur la deuxième question, encore une fois, les problèmes de qualité en production vaccinale, comme dans toutes les productions de produits issus du vivant, ne sont pas tout à fait les mêmes que les règles présidant à la qualité des produits issus de la chimie. Donc, les normes de garantie de qualité sont infiniment plus strictes et plus dures.
Ce qui fait que la fragilité, si je puis dire, de la validation de la qualité des chaînes de production vaccinale est évidemment un petit peu plus complexe que, enfin, je veux dire, les règles qui président à ça sont un peu plus complexes. Donc, bien évidemment qu'il faut que les industriels procèdent à un engagement à poursuivre la démarche de qualité. Et je l'ai mentionné dans mon discours tout à l'heure, ça fera partie des priorités que je veux mettre autour du sujet industriel. C'est comment on améliore les normes et les règles qui permettent de garantir et de sécuriser la qualité de ce que nous produisons, et donc, vous avez raison, d'éviter des ruptures de stock liées à des défaillances de qualité. C'est évidemment une démarche de progrès auquel on doit s'atteler. Mais il faut d'abord comprendre, là encore, les mécanismes qui permettent d'améliorer cela. Grégoire, est-ce que vous voulez répondre au rapport? Alors, par rapport à votre question, juste un petit mot de transition. Ce sera un rapport transitionnel par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'ancien fonctionnement du CODEM, qui était un comité de déontologie orienté vers la question de la sanction des éventuelles dérives professionnelles ou institutionnelles. Donc ça, cette mission perdure. Mais dans le cadre de la discussion qu'on a ce matin, vous voyez bien qu'il est tout aussi, si ce n'est beaucoup plus intéressant, pour répondre à la question de est-ce qu'on ferme la parenthèse loi Bertrand, on ne la ferme pas, mais on en ouvre une autre, de s'orienter vers un processus de recommandation et d'élaboration de nouveaux modes d'exercice professionnel entre les industriels et les acteurs de la société civile, au sens global du terme, pour anticiper toutes les questions qui sont débattues ce matin. Donc le rapport sur la dernière année de travail vous sera présenté vraisemblablement, on va dire, courant du mois de mars, dans l'idée de préparer la philosophie à venir et avec déjà des axes de réflexion, comme ça on aura le plaisir de vous inviter, moi j'aurai le plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous, qui vont déjà réaborder la question de la transparence, de la question d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qui fait lien, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais de ce débat sur l'expertise aussi, dans lequel il faudrait sortir par le haut. Hein, c'est-à-dire qu'un de mes amis et cher tendre directeur du comité d'éthique de l'INSERM dit souvent qu'un pays sans experts, c'est certainement un pays qui va être ravagé à l'année à venir par la baisse de sa connaissance scientifique, et que le lien et conflit d'intérêts est un vrai sujet, on l'a dit, et qu'on pourrait être un pays assez mature pour imaginer la construction avec les autorités d'un organisme régulateur de cette question de quand passe-t-on du lien au conflit. Par exemple, c'est étonnant dans ce pays de voir qu'on est complètement bloqué sur ce sujet-là. On pourrait très bien imaginer un système de régulation collectif, démocratique, qui prône des évolutions. Donc le rapport, voilà, avancera un petit peu sur ce sens-là, sur ces évolutions-là. Et puis, je pense que pour aussi, non pas vous allécher, mais vous fournir quelques informations, parce que c'est peut-être le sens de votre question, il y a des sujets très nouveaux qu'on abordera aussi avec vous, si vous le voulez, qui sont les rapports avec les associations de patients, les rapports autour de la e-santé, on l'a dit tout à l'heure. Il faut certainement imaginer que demain, la e-santé est un outil complémentaire, ça a été dit, de l'usage du médicament auprès des patients. Si on commence déjà ce débat avec les sociétés dans un climat de défiance, de peur sur l'appropriation des données, la question du contrôle des comportements des individus, enfin tout ce qu'on peut lire à juste titre dans les débats, incontestablement, on ratera au plan éthique et déontologique la transition de cette e-santé. Donc voilà un petit peu vers quoi moi je propose de vous emmener. Donc Éric Debranche et ses services organiseront un point rencontre à l'occasion du rapport au mois de mars. Merci Grégoire. Oui, bonjour, Henri de Saint-Roman du quotidien du médecin. Une question sur les médecins. Depuis le 1er janvier 2015, la loi leur fait obligation de prescrire en DCI. Or, une enquête toute récente de Que Choisir montre qu'à peu près les 3/4 d'entre eux ne respectent pas cette obligation, pour des raisons diverses. Qu'en pense le patron du LEM que vous êtes, l'industriel que vous êtes, et qu'en pense aussi le médecin que vous êtes aussi? Écoutez, d'abord, la loi, c'est la loi. Donc, il existe pour ça des logiciels qui transforment automatiquement un nom de marque en DCI. Vous savez que aujourd'hui, tous les médecins qui sont équipés de ces logiciels, je crois que c'est l'immense majorité maintenant, enfin, en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder. Quand vous tapez le nom d'un produit, nom de marque, il le rentre, il le met entre parenthèses et il met en amont automatiquement la DCI et la forme qui correspond. Bon. Donc c'est quand même pas très sorcier de prescrire un DCI, sauf à faire évidemment en manuel sur des ordonnanciers. Et là, peut-être qu'il y a encore des médecins qui continuent à mettre les noms de marque.
ou qui continuent à maintenir la non-substituabilité pour certaines marques, parce qu'ils ont de bonnes raisons pour le patient ou d'autres de le faire. En tant que médecin, moi, je n'ai pas d'avis particulier, parce que tout dépend de la façon dont le pharmacien fait le boulot. C'est-à-dire que si derrière la substitution au générique n'est pas accompagnée d'une démarche éducative du patient, il y a possiblement danger, notamment si c'est des patients âgés. Et c'est tout le problème, hein, d'ailleurs qu'on discute de façon très transparente avec nos amis génériqueurs. C'est la grande question de se reconnaître dans les variabilités des traitements et de la forme et des noms des médicaments lorsqu'on est un patient ou une patiente de 75 ans ou 80 ans et qu'on est un peu tout seul à la maison à prendre ces médicaments. Donc là, il y a un vrai sujet et je pense que le rôle du pharmacien est clé là-dedans. Pour moi, c'est d'abord là que se trouve la solution pour l'observance et l'éviction d'effets iatrogènes. Oui, Hervé Ricard, pharmaceutique. Vous évoquiez tout à l'heure la question clé du prix de l'innovation. Il y a eu un mouvement inédit cet automne aux États-Unis avec effectivement un certain nombre de médecins éminents qui sont montés au créneau contre les prix jugés délirants d'un certain nombre de nouveaux produits. Hillary Clinton en a fait un des chevaux de bataille de la course à la candidature démocrate. Tout le monde attend en France la prochaine polémique de type Sovaldi sur la prochaine innovation extrêmement coûteuse, qui plus est peut-être, si ça se trouve, au moment de la campagne présidentielle. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que cette question revienne comme un boomerang? Et est-ce que ce n'est pas un des principaux enjeux réputationnels pour vous sur le thème de, vous voyez, il continue à s'en mettre plein les fouilles. Donc, comment est-ce que vous allez gérer ça? Alors, oui, c'est une crainte qu'il faut avoir. Oui, c'est possible si on ne s'en occupe pas. Tout le sujet, c'est de passer de l'émotionnel et du perceptuel au rationnel. Voilà. Parce que le débat sur le prix de l'innovation, de tout ce que j'ai entendu, surtout des politiques, plus ou moins spécialistes du sujet d'ailleurs, de certains vrais experts, ou de certaines organisations, je pense à la Ligue contre le cancer, ou de certains qui se prétendent experts, qui ne le sont pas, ça arrive aussi, et qui écrivent des livres. Eh bien, tout ce que j'ai entendu, c'est à chaque fois sur le registre de l'émotion. L'émotion, c'est-à-dire la perception de ce que moi je trouve très cher, fondée sur ce que je perçois. Comme on pourrait d'ailleurs porter, vous Hervé, moi, d'autres, une idée, une perception sur la valeur de cette caméra, sur la valeur de ce bâtiment, etc. Or, il faut sortir de ça, parce que si on est dans ce débat-là, chacun aura sa vérité. Et il faut rentrer dans un débat beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, dans lequel il y a les trois éléments que j'ai indiqués tout à l'heure. Comment on gradue la valeur intrinsèque du produit, et c'est tout le travail de la commission de transparence à travers le réétalonnage des systèmes d'ASMR. Comment on fixe les valeurs d'efficience avec une méthodologie verrouillée par la CES. Verrouillée, quand je dis verrouillée, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils clarifient eux-mêmes leurs règles pour se rendre compte, pour que le citoyen et le payeur, en transparence, connaissent l'efficience des produits qu'ils perçoivent peut-être comme chers, mais qui sont finalement efficients. J'ai cité l'hépatite. Relisez le rapport d'efficience de l'hépatite. On a juste oublié ça. Les conclusions de la CES, mais absolument évident. Ça, c'est efficient. Et enfin, la mesure d'impact budgétaire qui vous permet de savoir comment vous allez financer le système. Donc, restons sur ce cadre. Après, travaillons avec le groupe que nous avons mis en place sous l'égide d'Éric Bazeillac et de Thomas Borel sur quels sont les nouveaux aspects qu'on peut faire rentrer là-dedans. La question de la place dans la stratégie thérapeutique, la question du parcours de soins, la question des éléments qui sont connexes à ces innovations, etc. Et on va continuer à travailler là-dessus pour dépassionner le débat, lui mettre du rationnel et dire, écoutez, arrêtez de parler de votre perception, allez, je la respecte, mais ce n'est pas comme ça qu'on va fixer le prix des médicaments. Gilles Nussendon, Mission Santé, vous appelez à un rassemblement des acteurs de santé. Quel sera son périmètre et comment comptez-vous parler aux jeunes générations de médecins qui expriment souvent un sentiment de défiance à l'égard des industriels du médicament? Alors, le périmètre, vous l'avez compris, il sera très large. Il comprendra les autres acteurs industriels, il comprendra les médecins, les pharmaciens, probablement les infirmières également, qui sont des acteurs de santé importants, les hôpitaux,
Par les organisations professionnelles, oui. Les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, que je souhaite consulter, certains assureurs peut-être, ou mutualistes, et puis des associations de patients. Donc périmètre très large, périmètre très très large. Comment s'y prendre? Tout simplement en les rencontrant, en échangeant. Et alors les jeunes médecins, écoutez, les jeunes médecins, il faut d'abord leur permettre d'exercer leur esprit critique. Et si leur esprit critique n'est constitué exclusivement que de la dictature de la pensée de quelques anti-industriels qui sont chargés de faire leur enseignement, bah effectivement, ça va être compliqué. Donc il faut pouvoir communiquer avec eux. Et là, il y a un travail probablement à faire pour savoir comment travailler à une éducation objective de ce que l'industrie du médicament fait. Vous noterez que les études de pharmacie ont une filière industrielle qui leur permet d'avoir une connaissance sur le secteur industriel. La médecine se refuse à avoir une filière industrielle. Pourquoi? Ça pourrait être notamment des choses sur lesquelles les doyens de faculté pourraient s'interroger. Pourquoi se ferme-t-il la porte à la connaissance? Et c'est, vous savez, vous vous méfiez toujours de ce que vous ne connaissez pas. La grande règle philosophique, depuis la nuit des temps, depuis les Grecs, c'est « je me méfie de ce que je ne connais pas ». Et donc, moi, je pense que c'est dans l'éducation et la transparence de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, par un enseignement correctement fait, encadré par les facultés, par les universités, qu'on arrivera à exercer l'esprit critique des jeunes médecins, en tout cas des étudiants et donc des jeunes médecins. Bonjour, Stéphane Lemasson pour Parlement Info. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la nécessité de distinguer donc clairement lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Concrètement, j'aimerais savoir ce que vous attendez des autorités. Et quel rôle pourrait également jouer le CODEM dans cette perspective? J'ai deux autres petites questions derrière. Ouais, je vais rapidement répondre à ça. Je crois que Grégoire Moutet a été très clair. Le travail n'est pas fini, il commence. C'est-à-dire qu'il faut apporter une clarification des règles. Mais vous savez, d'un point de vue juridique, la différence, elle est extrêmement claire. Hein, extrêmement claire. La définition entre lien et conflit, elle est d'une clarté juridique extrêmement simple. La différence entre les deux, les liens, c'est quand il y a deux. Les conflits, c'est quand il y a trois. Pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait un tiers. Eh oui, c'est aussi bête que ça. Vous n'avez pas de conflit d'intérêt s'il n'y a que deux personnes. C'est à partir du moment où vous faites rentrer un tiers qui est un intérêt commun ou partagé ou conflictuel entre ces deux personnes qu'il y a un potentiel conflit d'intérêt. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Voilà. Deux personnes ont le droit d'avoir une relation professionnelle ensemble sans que ça crée le moindre conflit. Si ça reste entre deux, que vous voulez, il n'y a pas de sujet. C'est à partir du moment où vous faites intervenir l'un des deux dans un troisième élément qu'il y a un conflit potentiel, si cet élément est un élément d'intérêt général ou public. Ça veut dire que le législateur n'a pas besoin de revenir sur la question? Mais non, enfin, il faut juste réfléchir à comment on organise les choses. Il ne va pas réinventer les définitions qui sont dans le Larousse. Deuxième question, vous avez parlé également d'écrire un nouveau chapitre pour la politique du médicament. Deux petites questions. Les critiques émises sur la politique vaccinale vous semblent-elles de bon augure? Et puis deuxièmement, comment pourrait se traduire concrètement, là aussi, dans l'ONDAM, ce nouveau chapitre? Je crois qu'on a un peu répondu à la question. Là, encore une fois, je ne vais pas être trop long, mais ça sera structurellement intégré dans la politique de rénovation du système de soins, et d'intégrer la politique vaccinale là-dedans, ça me paraît faire sens. Parce que c'est par essence un double modèle, le modèle idéal de prévention, et par définition, c'est le modèle le plus efficient qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas plus efficient que la vaccination. C'est par définition de l'efficience absolue. Donc, c'est un excellent modèle d'intégration dans une réflexion plus globale du système de soins. Et dernière question, quelle traduction pourraient avoir ces nouveaux rapports pour les forces de vente, en particulier pour les visiteurs médicaux? Les visiteurs médicaux, si vous voulez, ils sont... moi, je dis ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Ils font partie des métiers de notre industrie qui ont une vraie valeur ajoutée parce qu'ils sont le lien indispensable entre les acteurs de santé et l'industriel. Mais une fois qu'on a dit ça, je dirais, on n'a rien dit, parce que la réalité, c'est que c'est un métier qui doit être en profonde mutation. Voilà. Et que tout conservatisme en matière de visite médicale met la visite médicale un pied dans la tombe. Donc il faut réfléchir à quel est leur rôle, comment on valorise ce rôle, comment on transforme ces métiers qui sont absolument indispensables en quelque chose qui a une vraie valeur pour les acteurs de santé, qui tisse un vrai lien entre l'industriel et les acteurs de santé et qui apporte un bénéfice à l'intérêt du patient.
Et ça nécessite une évolution structurelle, une évolution de la façon de voir les métiers, une évolution des rôles, des missions, et une évolution probablement aussi des compétences. C'est indispensable. Sinon, je ne crois pas à l'avenir pérenne de ce métier si on reste dans un conservatisme de visite médicale comme on a connu il y a 30 ans. Dernière question, et puis après on... Oui, bonjour Alain Pérez. Vous avez cité le rapport de Dominique Polton qui était très très attendu et qui, dans ses recommandations, propose un certain nombre de réformes structurelles, on peut dire, hein, assez ambitieuses d'ailleurs, notamment dans le domaine des ASMR, comme ça a été dit. Alors quel est l'avenir, d'après vous, de ce rapport? En France, on est un peu habitué à des rapports volumineux qui débouchent sur pas grand-chose. Alors est-ce que ça va devenir, de votre point de vue, un document de référence qui va être effectivement servir de base à un certain nombre de réformes? Et est-ce que vous, donc l'EM, allez faire référence à ce rapport qui, encore une fois, contient des réformes assez ambitieuses? Clairement, on va être là encore un élément catalyseur, pour ne pas dire initiateur, de l'application et de la demande de réflexion autour de l'application de ce rapport. Quel va être le périmètre? Quelles sont les mesures retenues? La ministre ne s'est pas encore prononcée sur le sujet. Elle a souhaité, je pense, temporiser un peu pour des raisons qui lui appartiennent. Mais nous, on va certainement réactiver la machine parce qu'effectivement, c'est bien joli de marquer un essai, mais il faut le transformer derrière. Et donc, je pense que ça passe mécaniquement par très vite des travaux communs avec l'HAS, auxquels le LEM doit être partie prenante, dans le cadre notamment du comité d'interface qu'on a avec l'HAS, dans lequel on pourrait essayer de se retrouver sur un certain nombre de ces recommandations et de voir comment on les applique. Là, il y a un travail de transcription du rapport en réalité qui est effectivement au programme de notre activité de ce trimestre. Non, je pense que c'est pas le taux de remboursement ne sera pas retenu. Le taux de remboursement unique ne sera pas retenu comme un élément raisonnable. Oui, juste pour compléter la réponse de Patrick, il ne vous a pas échappé que dans la loi de santé publique, il y a une habilitation faite au gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures de réforme de la médico-économie. Donc on sait bien que le rapport Polton va aussi inspirer les travaux du gouvernement en la matière. La ministre a fermé le banc sur les taux de remboursement, mais on sera aussi très attentif à la façon dont le gouvernement va transcrire le rapport Polton dans l'ordonnance, en espérant qu'il n'y ait pas un démantèlement par atelier du rapport et qu'on n'en retire pas certains éléments et qu'on le déstructure un petit peu, quoi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle et agréable journée. Merci.